Réalisant qu'elle ne peut plus retenir leur aîné, elle saisit à contre-cœur une pilule d'explosion sanguine. Avec détermination, elle se prépare à franchir cette étape risquée pour renverser la situation. Avalant l'amère pilule d'explosion sanguine, elle grimace alors que le goût âpre frappe sa langue, une goutte de sueur perle sur son visage, révélant la tension de ce pari désespéré. Le chef ennemi répartit les cibles avec assurance, ordonnant à l'un de s'occuper de Zhang Shuxian tout en commandant à Zhu Chong d'abattre son amant. Il dirige ensuite le reste de la troupe pour sécuriser l'entrée de la grotte, resserrant leur contrôle sur le champ de bataille. L'ennemi ordonne avec arrogance à leur capitaine de prendre son temps, savourant le moment plutôt que de mettre fin à ses jours rapidement. Ils expriment une admiration tordue pour sa beauté, insistant sur le fait qu'ils apprécieront l'épreuve et enregistreront chaque détail pour leur propre amusement. Sa détermination vacille alors qu'elle affronte l'horrible vérité. Ses ennemis, des bêtes déguisées en humains, pourraient être la cause de sa mort aujourd'hui. Le poids de la culpabilité l'accable, sachant qu'elle a également mis son aîné en danger dans cette lutte mortelle. Ses yeux s'écarquillent de choc alors qu'elle appelle son aîné en urgence, le désespoir et la peur se lisant sur son visage. Une lueur d'énergie tourbillonne autour d'elle, laissant deviner le pouvoir qu'elle lutte à contrôler dans ce moment critique. Le capitaine s'effondre, le sang coulant d'une blessure grave, alors qu'elle appelle désespérément à l'aide, sa voix faiblit, étouffée par la douleur et la toux, tandis que la silhouette sombre en bas reste résolue, serrant fermement son arme, prête à affronter la suite. Son œil bleu perçant se rétrécit avec une froide assurance alors qu'il balaie la menace, déclarant que même un combattant de 3e rang ne représente qu'un faible défi. Le choc du protagoniste est palpable alors qu'il fixe la silhouette aux allures de tigre, stupéfait par sa vitesse incroyable, sa voix tremble d'incrédulité lorsqu'il s'exclame « si rapide ». Le personnage au trait de tigre reconnaît la force de Zhu Chong, l'avertissant qu'il n'est pas quelqu'un de facile à abattre malgré son rang intermédiaire de 3e niveau. Pendant ce temps, la silhouette sombre reste ferme, venant d'éliminer un adversaire, et admet avoir mal jugé la véritable menace devant elle. Réalisant que la puissance d'attaque du capitaine de pointe de 3e rang surpasse la sienne, le protagoniste s'endurcit, reconnaissant que se retenir n'est plus une option. L'électricité crépite autour de lui alors qu'il se prépare à libérer toute sa force. Prise dans le tourbillon de la bataille, la jeune femme protège son visage de l'énergie féroce qui tourbillonne autour d'elle. Malgré l'intensité, sa voix s'élève dans un plaidoyer désespéré, appelant son aîné. Le guerrier tigre lance un regard noir à la silhouette ténébreuse face à lui, serrant fermement son arme alors qu'il peine à comprendre cette présence écrasante. Sa voix tremble de choc et de confusion, incapable de saisir la nature réelle de cet adversaire monstrueux. Une énergie sombre tourbillonne de manière menaçante autour de la silhouette mystérieuse, intensifiant la tension ambiante. Le regard féroce du guerrier tigre se durcit alors qu'il est témoin de la vague de puissance écrasante crépitant autour du protagoniste. Un mélange de crainte et d'incrédulité l'envahit, incapable de cacher son étonnement devant l'énergie incroyable qui se déploie. Le guerrier tigre grogne farouchement, ses yeux brillants d'intensité alors qu'il attaque, balayant l'aura mystérieuse comme s'il ne s'agissait que d'un mode spécial. Ses griffes acérées s'allongent, prêtes à frapper avec une confiance inébranlable. Le guerrier tigre déchaîne sa compétence de combat, tigre de pierre accroupi, chargeant violemment avec une énergie électrique crépitant autour de lui. Il nargue son adversaire, déclarant que toute attaque inférieure au rang 4 est inutile contre son armure de pierre impénétrable. Le protagoniste déclenche une frappe électrifiée puissante, pulvérisant l'armure de pierre du guerrier tigre dans un rugissement assourdissant. L'impact projette des débris alors que le féroce guerrier recule sous le choc et la douleur. L'intensité de l'attaque ne laisse aucun doute, cette bataille vient de franchir un tout autre palier. La confiance du protagoniste grimpe en flèche alors qu'il révèle sa nouvelle force, affirmant que son corps est désormais 3 ou 4 fois plus résistant qu'auparavant. Entouré d'une énergie crépitante, il le nargue en disant que même la peau de fer du guerrier tigre ne pourra plus lui résister. Le protagoniste se tient droit et inébranlable, son corps crépitant d'une intense énergie électrique tandis qu'une aura ardente semblable à un dragon rugit derrière lui. Son regard calme et assuré révèle le pouvoir écrasant qu'il commande désormais, signalant un tournant décisif dans la bataille. Le protagoniste déclare avec assurance que sa maîtrise de sa capacité a atteint son apogée. Des énergies électriques et ardentes tourbillonnent violemment autour de lui, formant une figure draconique lumineuse et puissante qui dégage une force irrésistible. Son contrôle est absolu, annonçant une montée en puissance encore plus grande. La confiance du guerrier vole en éclats lorsque sa technique ardente, griffe du démon de flamme, est contrée de manière inattendue. Choqué et frustré, il se demande comment sa compétence de combat avancée de Rambé a pu être bloquée.
luttant pour comprendre la puissance écrasante à laquelle il fait face. Le guerrier blessé, luttant pour rester conscient, reconnaît la force écrasante de son adversaire, un combattant de pointe de 3e rang, malgré ses blessures, il jure avec défi de terminer le combat par une ultime frappe décisive. Pendant ce temps, l'imposante silhouette cornue se tient avec assurance à l'arrière-plan, imperturbable face à la menace. Le désespoir s'installe alors que le guerrier blessé, battu et vaincu, offre tout ce qu'il possède, ses économies et la convoitée source de l'esprit de la terre dans une tentative de la dernière chance pour se sauver, mais la silhouette cornue reste de marbre, rejetant froidement sa demande, la jugeant insuffisante et trop tardive. Le choc et l'incrédulité l'envahissent alors qu'elle peine à assimiler l'impossible, le capitaine prétendument invincible d'une équipe d'élite coûteuse est tombé en un instant, elle peut à peine en croire ses yeux, se demandant si ce moment surréaliste n'est qu'un rêve. Le personnage cornu révèle une vérité étonnante sur le pouvoir du guerrier déchu, notant un palmarès unique parmi les étudiants de l'académie, sa force surpasse même une capacité de rang A, laissant entrevoir la possibilité d'un niveau S sans précédent. Pendant ce temps, la femme derrière lui observe en silence, stupéfaite, absorbant la gravité de cette révélation. Le sinistre personnage révèle que l'impulsion violente et sanguinaire, qui s'était estompée après sa montée de niveau, se ravive en lui, avec un sourire menaçant, il déclare que c'est au tour de ses adversaires de faire face à ce pouvoir terrifiant, les deux guerriers se préparent, la peur visible alors qu'il s'écrie, un démon. Avec un sourire sournois et des crocs acérés, il remet en question l'étiquette de « démon », affirmant que comparé aux vils meurtriers et voleurs, il se considère comme plus humain, son ton calme mais moqueur défie leur peur et leur perception de sa véritable nature. Avec une détermination féroce, les guerriers croquent leur pilule d'explosion sanguine, se préparant à libérer toute leur puissance dans un combat à mort désespéré, leurs expressions sombres révèlent l'ampleur des enjeux alors qu'ils s'endurcissent pour la bataille brutale à venir. Le protagoniste lutte pour reprendre ses esprits, visiblement épuisé alors qu'il réfléchit au prix immense du mode tonnerre extrême, malgré sa puissance, l'utiliser pendant à peine 10 minutes le laisse plus exténué que des heures de combat contre des bêtes. Malgré son épuisement, le protagoniste la rassure en disant qu'il va bien, qu'il est juste fatigué, elle insiste pour recueillir d'abord l'eau de la source de l'esprit de la terre et les herbes rares avant de se reposer, montrant leur approche prudente mais déterminée de la récupération. Le protagoniste et sa compagne arrivent à la source de l'esprit de la terre, soulagés de trouver ces eaux épargnées par le sang, cette source pure offre une chance vitale de récupération au milieu de cet environnement hostile. Le protagoniste sourit de soulagement en remarquant qu'ils ont récolté plus d'eau de la source de l'esprit de la terre que prévu, sa compagne reconnaît ses efforts, insistant sur le fait qu'il mérite la plus grande part après une bataille aussi difficile. Reconnaissante pour ses conseils et son soutien, elle remercie sincèrement le protagoniste, sa voix empreinte de respect et de soulagement. Soudain, la compagne trébuche, perdant l'équilibre dans un cri de surprise, le protagoniste tend rapidement le bras, la rattrapant juste à temps, tous deux surpris par ce moment inattendu. Soudain, les jambes de la compagne se dérobent et elle commence à défaillir, alarmé, le protagoniste réalise que les effets secondaires de la pilule d'explosion sanguine commencent à se faire sentir, menaçant leur fragile rétablissement. Épuisé et en difficulté, le protagoniste admet que son corps est faible et que ses pouvoirs mentaux sont hors de portée, sa respiration laborieuse révèle à quel point il est réellement vidé. L'anxiété du protagoniste s'intensifie alors qu'il s'inquiète de la perception que son aîné pourrait avoir de son état actuel, malgré son épuisement, la peur de laisser une mauvaise impression pèse lourdement sur lui, révélant sa vulnérabilité et son souci du regard des autres. Voyant sa détresse, l'homme torse nu intervient, expliquant que les effets secondaires de la pilule d'explosion sanguine sont graves. Sans hésiter, il la prend dans ses bras, déterminé à l'emmener d'abord dans un endroit sûr pour se reposer. La réaction surprise et rougissante de la femme révèle son inattendue vulnérabilité à cet instant. Son cœur bat la chamade de manière incontrôlable alors qu'elle se demande pourquoi il bat si vite. La proximité soudaine avec l'homme torse nu la laisse rouge et déconcertée, se demandant si c'est la cause de ses sentiments inattendus. L'homme torse nu l'incite doucement à se reposer, l'assurant qu'il ira cueillir les fleurs et herbes rares nécessaires à son rétablissement. Malgré sa faiblesse persistante, elle reste assise pendant qu'il se prépare à partir, témoignant de sa détermination protectrice. Elle l'observe avec un regard doux et admiratif, reconnaissant silencieusement à quel point il est vraiment gentil. Pendant ce temps, il reste concentré et silencieux, sa présence forte étant une assurance stable dans ce moment de calme. L'homme torse nu contemple ses ressources et ses capacités,
énumérant discrètement l'argent liquide, les herbes rares, les matériaux de monstres et ses compétences de combat de rance et comme les outils à sa disposition, son regard concentré s'attarde sur l'anneau dans sa main, laissant entrevoir le poids de ses prochaines étapes. L'homme torse nu réfléchit à l'aspect pratique de son équipement, espérant échanger 2 petits anneaux spatiaux contre un plus grand pour faciliter le transport de sa longue lance. Il trouve manifestement l'arme encombrante et cherche une solution plus pratique. Elle suggère nerveusement que la source de l'esprit de la Terre pourrait aider à atténuer la faiblesse causée par la pilule d'explosion sanguine et demande juste une petite gorgée. L'homme torse nu, tenant sa lance, répond avec une curiosité modérée, intrigué par cette possibilité. Elle parle doucement, suggérant qu'une simple petite gorgée de la source de l'esprit de la Terre pourrait aider à soulager la faiblesse causée par la pilule d'explosion sanguine. Son expression est douce mais sérieuse, espérant qu'il prendra son conseil en considération. L'homme torse nu écoute attentivement, intrigué par l'idée. Elle se sent beaucoup mieux après avoir pris une gorgée de la source de l'esprit de la Terre, bien qu'elle note qu'une récupération complète prendra encore quelques heures. L'homme torse nu, tenant la fiole, exprime sa surprise de voir que les effets secondaires de la pilule d'explosion sanguine peuvent être neutralisés, louant le pouvoir de la source de l'esprit de la Terre de rang S. Le protagoniste calcule que la nuit tombera dans 3 ou 4 heures et suggère qu'il se repose ici pour la nuit, notant que la zone est relativement sûre. Une vague soudaine de nervosité l'envahit alors qu'elle réalise la situation gênante, un homme et une femme passant la nuit seuls dans une grotte sombre, ses yeux écarquillés et ses joues empourprées révèlent son tumulte intérieur. Se sentant troublée et timide, elle accepte nerveusement de le suivre, les joues rouges alors qu'elle serre ses vêtements contre elle. Malgré son embarras, elle promet silencieusement de faire tout ce qu'il suggérera. En l'observant de loin, le doute l'envahit et elle n'arrive pas à croire qu'elle ait pu penser qu'il était ce genre de personne. Pourtant, malgré son rejet raisonné, une déception tranquille subsiste dans son cœur. Soudain, un énorme tigre de flammes surgit sur la scène, sa présence ardente dominant la clairière. Tous deux regardent avec stupeur alors que les yeux bleus féroces de la bête se fixent sur eux. Réalisant le danger, l'homme prévient d'urgence, « Pas bon, c'est un tigre de flammes de niveau 5. » Observant prudemment de derrière un arbre, il réalise que la bête ne les a pas encore remarqués. La femme souligne qu'à en juger par l'expression de la créature, elle semble fuir pour sauver sa vie. Elle explique que bien que les rats mangeurs de fer ne soient que de niveau 1, leur nombre écrasant peut terrasser même une puissance de niveau 6 s'ils sont encerclés. Il comprend alors pourquoi le tigre de flamme de niveau 5 s'enfuit de peur. Sentant le danger s'intensifier, il lui saisit la main d'urgence, insistant pour qu'il s'échappe rapidement. Elle est surprise mais comprend la gravité de la situation alors qu'ils se préparent à fuir ensemble. Alors qu'ils courent à travers la forêt, la femme exprime son inquiétude quant à l'endurance implacable des rats mangeurs de fer, se demandant si la fuite est seulement possible. L'homme révèle sombrement que leur seul espoir est la base de ravitaillement, située à une distance décourageante de 90 km. Alors qu'ils avancent péniblement à travers la forêt dense, l'homme lutte avec le poids de sa lance, réalisant qu'elle les ralentit. Il décide à contre-cœur qu'il devra l'abandonner pour maintenir leur allure. La femme, serrant fermement sa main, se prépare à affronter ce qui suivra. Réalisant que se tenir par la main les ralentit, il décide que la porter sur son dos serait un moyen beaucoup plus rapide d'échapper à la poursuite incessante. Sursautant soudainement, la femme pousse un cri alors qu'elle est promptement hissée sur le dos de l'homme, déterminée et énergisée. Il l'encourage, prêt à repousser ses limites pour distancer les sèmes implacables qui se rapprochent derrière eux. Les ruines de la ville fourmillent de rats mangeurs de fer, transformant cet endroit en un piège cauchemardesque. Notre héros porte la femme sur son dos, naviguant à travers le chaos alors que les créatures acharnées se referment sur eux. La situation a dégénéré vers le pire scénario possible, avec le danger rôdant à chaque tournant. Avec une détermination farouche, l'homme embrasse son pouvoir démoniaque, l'énergie sombre crépitant autour de lui alors qu'il se prépare à les défendre tous les deux. Serrant fermement la femme sur son dos, il déclare que le combat est désormais leur seule option face à cette menace incessante. La tension monte alors que la bataille devient inévitable. Libérant une violente explosion d'énergie sombre, le protagoniste terrasse 2 rats mangeurs de fer en succession rapide. Chaque élimination le récompense par de précieux points de capacité, alimentant sa puissance alors que la bataille s'intensifie. L'essai acharné ne reculera pas, mais lui non plus. Les rapports confirment que l'infestation de rats est stupéfiante. Avec plus de 300 000 rats mangeurs de fer envahissant la zone, le directeur reconnaît sombrement l'impact catastrophique que cela aura sur l'équilibre écologique de la nature sauvage de Sourcewater. L'ampleur de la menace semble plus grande que jamais.
Le directeur désigne d'un air grave une carte marquée d'innombrables zones de danger, avertissant que les utilisateurs de capacités qui se sont aventurés profondément dans la nature sauvage ont peu de chances de survivre à cette menace écrasante. La sinistre réalité s'installe alors que l'infestation ne montre aucun signe de ralentissement. L'inquiétude grandit concernant l'endroit où se trouve Xu Jinming, car s'aventurer trop loin dans la nature sauvage pourrait signifier une mort certaine. Le seul espoir réside dans l'intervention de son puissant professeur, Yang Zhantian, sans qui le sauvetage semble impossible. Soudain, une terrifiante énergie de type foudre crépite devant, prenant tout le monde au dépourvu. Les soldats se tendent alors que leur chef ordonne une évaluation immédiate du danger lié aux bêtes et donne à la première escouade la permission d'ouvrir le feu. L'atmosphère est lourde d'urgence et de tension croissante. La cible fonce vers la base à une vitesse alarmante d'environ 80 mètres par seconde, échappant à toutes les tentatives d'interception. Malgré un barrage de tirs de la première escouade, le bouclier imprégné de foudre de l'ennemi crépite avec défi, signalant l'échec de la défense et l'escalade de la menace. Les soldats sont stupéfaits de réaliser que leur menace de type foudre est en fait une personne, pas une bête. Malgré leur choc initial, ils ne peuvent nier l'aura écrasante et terrifiante qui émane de lui. La tension se relâche enfin lorsqu'ils atteignent la base de ravitaillement, un moment de soulagement les envahissant. Le protagoniste, reprenant encore son souffle, assure qu'ils sont en sécurité maintenant, tandis que la femme à ses côtés exprime sa gratitude pour son leadership lors de leur échappée belle. L'homme se précipitant vers lui reconnaît le protagoniste comme étant l'étudiant Xu, émerveillé qu'il ait survécu à la marée mortelle de rats, encore essoufflé et trempé de sueur. Le protagoniste admet qu'il est épuisé d'avoir couru pendant plus de 40 minutes à travers les montagnes et demande simplement une chambre pour se reposer. L'homme est stupéfait, réalisant que Xu Jinming a réussi à s'échapper jusqu'à la région montagneuse à plus de 90 km de là, un exploit que même des utilisateurs de capacité de niveau 4 pourraient ne pas accomplir. Son incrédulité se transforme en admiration alors qu'il reconnaît que Xu Jinming a réellement réussi son coup. L'homme s'empresse de proposer une chambre au protagoniste épuisé, faisant signe pour demander de l'aide. La femme se tenant aux côtés du protagoniste insiste sur le fait qu'elle l'aidera personnellement, refusant de laisser quiconque d'autre intervenir. Des murmures parcourent la foule lorsqu'ils aperçoivent la superbe déesse Jeanne aux côtés du protagoniste torse nu. L'envie et la surprise se mélangent alors que les spectateurs spéculent sur leur lien, un homme choqué se lamentant de sa perte, convaincu qu'elle lui a été ravie. Les yeux de la femme pétillent de soulagement et d'excitation alors qu'elle se penche vers lui, ravie que le protagoniste se soit enfin réveillé. Elle le taquine sur la profondeur de son sommeil 2 jours et 2 nuits entières et sur le fait qu'elle a failli lui donner une rare source de l'esprit de la terre pour le réveiller. À peine réveillé, le protagoniste interroge rapidement sur l'état actuel de la zone sauvage. La femme explique que la marée de rats n'a toujours pas diminué, que la zone reste verrouillée et que même une fois terminée, les bêtes se feront rares pendant un certain temps. La femme lui rappelle que le nouveau semestre est sur le point de commencer, signalant qu'il est temps de retourner à l'école. En entendant cela, le protagoniste exprime également son intention de rentrer, prêt à affronter ce qui l'attend. Le protagoniste acquiesce avec confiance, prêt à aller de l'avant. La femme commence à s'adresser à lui avec une pointe d'hésitation, signalant qu'elle a quelque chose d'important à aborder. Le protagoniste examine nerveusement une photo, mentionnant que celle qui était signée était destinée à un ami mais que celle-ci semble un peu trop personnelle, demandant s'il n'y a pas une photo plus normale. La femme, surprise et confuse, précise rapidement qu'elle était effectivement pour un ami, réalisant le malentendu. Troublée et rougissant profondément, elle se réprimande d'avoir pu imaginer que son supérieur puisse avoir des sentiments pour elle, submergée par la maladresse du malentendu. Désemparée et désespérée de récupérer la photo, elle tend la main avec urgence, exigeant qu'il la lui rende immédiatement. La tension entre eux s'intensifie alors qu'il l'observe, pris de court par son éclat soudain. Pris au dépourvu par sa demande soudaine, il répond calmement qu'il souhaite garder cette photo précise pour lui. Cette réponse inattendue la laisse sans voix, les yeux écarquillés de surprise. Avec un sourire malicieux et une lueur taquine dans les yeux, elle répond doucement, bien sûr, sa voix débordante de charme alors qu'elle se penche légèrement, savourant visiblement l'instant. Tentant de détourner l'attention, il explique nerveusement qu'il a une montagne de tâches à accomplir après avoir dormi 2 jours d'affilée. En manipulant son téléphone, il se rappelle qu'il doit encore réserver son billet de train pour rentrer chez lui, essayant manifestement d'échapper à la tension entre eux. Avec un clin d'œil confiant et un sourire enjoué, elle lui propose de l'emmener, balayant d'un revers de main son besoin de billet de train. Son charme naturel emplit la pièce alors qu'elle l'invite d'un geste taquin à se joindre à elle à la place.
Alors qu'il roule dans une élégante supercar jaune, le protagoniste s'émerveille de découvrir le mode de conduite autonome pour la première fois. Impressionné par le statut d'édition limitée mondiale du véhicule, la femme l'assure avec assurance que, bien qu'il ne s'agisse que d'une IA de niveau 5, l'autopilote complet gère tout sans effort. La femme admire le protagoniste de profil, notant sa présence haute et forte ainsi que son aura charismatique. Elle se dit qu'il est très beau mais soupire, réalisant qu'il a déjà une petite amie magnifique. À l'arrière-plan, un couple s'éloigne, confirmant son observation. De retour après 1 mois et demi, le protagoniste réfléchit à la façon dont sa puissance a bondi en si peu de temps. Alors qu'ils marchent ensemble, la femme lui demande nonchalamment à quelle zone de dortoir il appartient, impatiente d'en apprendre davantage sur lui. Le protagoniste révèle qu'il appartient à la zone 3, tandis que la femme partage qu'elle est dans la zone 2 et suggère qu'ils se séparent ici. Leur conversation marque une limite subtile entre leurs chemins alors qu'ils se font face dans un endroit calme et arboré. Avec un sourire confiant, il propose son aide sans hésitation, montrant une volonté de la soutenir dès que nécessaire. Elle accepte chaleureusement son offre, laissant entrevoir une confiance naissante entre eux alors qu'ils s'apprêtent à se quitter. Avec un sourire enjoué, elle se tourne vers lui, offrant un petit gage de gratitude pour lui avoir sauvé la vie, approfondissant ainsi le lien qui les unit. Avec un sourire malicieux, elle lui fait ses adieux en l'appelant « Seigneur » avant de s'en aller, laissant une chaleur persistante dans l'air entre eux. Stupéfait et rougissant, il touche sa joue avec incrédulité, se demandant s'il vient d'être embrassé de force. Ce moment soudain et inattendu le prend de court, son esprit s'emballant pour analyser ce qui vient de se passer. De retour dans sa chambre, elle est déterminée à découvrir la vérité, convaincue que quelqu'un d'aussi fort que lui ne devrait pas être aussi méconnu. Avec une résolution ciblée, elle commence à chercher des informations sur le Seigneur, impatiente d'en savoir plus. Elle découvre avec excitation que le nouvel étudiant bat des records et arrive en tête des classements de premier rang, remarquant que tout le monde ne parle que des nouveaux venus comme lui. Avec un sourire triomphant, elle déclare avoir trouvé toutes ces informations. Elle découvre que Xu Jinming est en réalité un étudiant de première année classé dans le 2e rang supérieur, réalisant qu'elle l'a appelé « Senior » par erreur tout ce temps. Entre frustration et détermination, elle jure de le remettre à sa place lors de leur prochaine rencontre, le prévenant de ce qui attend ce « Junior ». Assis sur le canapé, il passe mentalement en revue le succès de la mission. Les rares fleurs de flamme et les peaux de loup-garou ont toutes été collectées, avec 2 anneaux spatiaux et plus de 25 millions de yuan garantis. L'opération a clairement porté ses fruits. Il examine ses statistiques et ses compétences, notant son rang de 2e rang supérieur et sa maîtrise impressionnante de multiples techniques de combat, tout en regrettant l'occasion manquée de gagner plus de points de super pouvoir lors de la rencontre avec la nuée de rats. Un ami fait irruption dans la pièce, mentionnant avec anxiété qu'il a entendu parler de la nuée de rats et qu'il était mort d'inquiétude. Le protagoniste l'écoute calmement, réfléchissant encore aux résultats de la récente mission. Le protagoniste révèle nonchalamment son rang de 2e rang supérieur, réfléchissant au moment périlleux auquel il a survécu de justesse pendant la mission. Malgré ces situations critiques, sa chance a tenu, lui permettant d'échapper à la mort et de réaliser une percée. Son ami réagit avec surprise, visiblement impressionné par l'exploit. Son ami admire la croissance rapide du protagoniste, plaisantant sur le fait de vouloir vivre une expérience de mort imminente pour devenir plus fort lui aussi. Calmement, le protagoniste l'avertit que sa percée est un cas rare et le met en garde contre la précipitation dans les zones sauvages dangereuses avant d'atteindre la force du 2e rang. Le protagoniste rassure son ami en disant qu'il plaisantait seulement à propos du fait de se précipiter dans le danger et qu'il ne prévoit pas de retourner dans la nature de sitôt. Puis, changeant de sujet, il mentionne que Song Kuyan a tenté de le joindre à plusieurs reprises, suggérant qu'il devrait la contacter. Le protagoniste promet de contacter Song Kuyan une fois qu'il aura terminé son travail actuel, puis mentionne nonchalamment qu'il a apporté un cadeau des terres sauvages, le remettant à son ami. Après avoir accompli 4 missions, le protagoniste note qu'il a gagné 871 crédits. Impressionné par la rapidité avec laquelle les missions génèrent des revenus, il demande ensuite à Eva de filtrer pour lui tous les arts de combat de type foudre de rang S, se préparant pour sa prochaine étape. Le protagoniste examine les arts de combat de type foudre de rang S filtrés, notant leurs effets puissants et leurs exigences spécifiques. Le « saut de la tribulation du tonnerre » concentre la foudre en une frappe de saut dévastatrice, utilisable uniquement par ceux ayant des pouvoirs de foudre de niveau C ou supérieur et de rang 2. Pendant ce temps, le « point du tonnerre enragé » canalise la foudre dans un point pour un impact maximal, et le « domaine de la prison de tonnerre »
piège. Les ennemis dans une barrière de foudre incassable, tous deux nécessitant des pouvoirs de foudre de niveau B ou supérieur et de rang 3. Le protagoniste réfléchit à la rareté des arts de la foudre de rang S, notant que même à la prestigieuse université des super-pouvoirs de Shanghai, il n'y en a qu'une vingtaine de disponibles, malgré leur rareté. Il comprend que le choix du bon art de rang S est crucial pour le développement futur de sa puissance. Entouré d'écrans numériques flottants projetés par un appareil en suspension, le protagoniste navigue calmement à travers la vaste quantité d'informations, sa concentration inébranlable alors qu'il continue d'analyser les rares et puissants arts de la foudre. Il restreint son choix à deux techniques de foudre de rang S, l'une qui fusionne le tonnerre naturel pour invoquer la foudre pour des attaques à distance, et une autre qui façonne la foudre en une armure défensive. Confiant dans son choix, il conclut que celles-ci offriront l'équilibre parfait entre l'offensive et la défensive. Alors que d'autres se limitent à maîtriser soit la magie, soit le combat au corps à corps, le protagoniste déclare avec confiance son intention de maîtriser les deux, embrassant une voie qui le distingue des autres. Le protagoniste découvre que la technique du tonnerre céleste est un prérequis pour le seul art de la foudre de rang SSS de l'Académie, le tonnerre divin des 10 000 prisons. Il réalise que la profondeur de cet art surpasse même sa capacité actuelle de rang S, le corps immortel du tonnerre, en faisant une étape essentielle pour son avancement. Le protagoniste réalise à quel point la technique du tonnerre céleste est complexe, comparant sa difficulté à celle du déchiffrage de rapports de recherche étrangers denses lors de ses nuits blanches durant son doctorat. Cette nouvelle compréhension ne fait qu'approfondir son respect pour la profondeur et la difficulté de cet art. Épuisé mais déterminé, le protagoniste parvient enfin à saisir les bases de la technique du tonnerre céleste après une étude intense. Avec un soupir de soulagement, il se prépare à compter sur le système pour le guider davantage dans la maîtrise de cet art complexe. Invoquant une vague de foudre crépitante, le protagoniste canalise la technique du tonnerre céleste avec un nouveau contrôle, son poing levé avec détermination, l'énergie électrique tourbillonne violemment autour de lui, illuminant la pièce alors qu'il surmonte son épuisement pour consolider sa maîtrise. Le protagoniste réalise avec frustration à quel point il est coûteux d'améliorer un art de rang S au niveau de base 1600 points épuisés en un instant. Il réfléchit avec amertume au fait que les points qu'il a eu tant de mal à gagner couvriront à peine 2 arts, soulignant le prix exorbitant de la maîtrise de techniques aussi puissantes. Le protagoniste est doucement rappelé par sa compagne qu'il est déjà 1h du matin et qu'il devrait se reposer correctement, en évitant surtout d'utiliser ses capacités à l'intérieur de la bibliothèque. Bien qu'hésitant, il accepte, reconnaissant que la maîtrise de l'armure de tonnerre de la prison du néant devra attendre une autre fois. La compagne analyse la menace avec une concentration aiguë, notant la vitesse de la bête et son plumage de camouflage qui la rendent assez audacieuse pour chasser à l'intérieur de la ville. Elle estime qu'il s'agit d'une créature coriace de 3e rang, se préparant pour le défi à venir. Sous la lumière éclatante de la pleine lune, elle reste alerte, intriguée par le coup de tonnerre soudain dans un ciel nocturne dégagé. Ses instincts aiguisés lui disent que quelque chose de surnaturel se produit. Elle est témoin de l'anéantissement instantané du faucon à plumes noires et cercles blancs par un puissant éclair, soupçonnant un utilisateur de foudre de haut rang d'en être responsable. Réalisant que l'auteur est proche, elle restreint ses recherches au périmètre du campus. Même lors de ce test initial, la puissance de l'art de combat de rang S, la technique du tonnerre céleste, est déjà stupéfiante. La confiance du protagoniste grandit alors que la foudre crépite autour de lui, signe évident de la force extraordinaire qu'il manie. Notre héros s'émerveille de la puissance de la technique du tonnerre céleste, stupéfait qu'elle ait complètement annihilé la bête féroce. Plus impressionnant encore est sa portée de tir incroyable près d'1 kilomètre. Une silhouette mystérieuse observe depuis les ombres, reconnaissant le héros comme le célèbre étudiant de première année Xu Jiming. Intrigué, il contemple la signification de cette rencontre. À l'aube, un ami remarque que le protagoniste se prépare à partir tôt. Il explique qu'avec la compétition des nouveaux étudiants dans quelques jours, il retourne à la bibliothèque des compétences de combat pour affiner ses capacités. Même après son retour de la zone sauvage dangereuse, son dévouement ne faiblit jamais. Son ami a du mal à croire à sa diligence acharnée. Déterminé, le héros décide de s'entraîner juste après le petit déjeuner, se poussant encore plus loin. Juste au moment où il s'apprête à partir, une voix l'interpelle, attirant son attention et le faisant s'arrêter. L'air paisible du matin contraste avec l'interruption soudaine, suggérant que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Alors que le héros s'apprête à partir, une fille pleine d'assurance l'appelle. Soulagée de le voir revenir sain et sauf de la zone sauvage, elle l'interpelle directement en l'appelant étudiant Son.
d'un ton curieux alors qu'elle commence à questionner son choix de tenue. La jeune fille rappelle au héros la promesse qu'il a faite de s'entraîner avec elle, son regard déterminé fixé sur lui, elle souligne le défi par une déclaration ferme, ravivant l'étincelle compétitive entre eux. Avec un sourire narquois, elle le défie, lui demandant s'il est vraiment prêt à croiser le fer avec elle, elle lui rappelle de ne pas la sous-estimer, déclarant fièrement être la championne provinciale du Sichuan, le feu de la compétition entre brûle plus fort que jamais. Le héros, tentant de détendre l'atmosphère, accepte de s'entraîner une autre fois, mais l'esprit de compétition de la jeune fille ne se laisse pas dompter et elle insiste pour régler cela tout de suite, le défi est lancé, la promesse d'un affrontement féroce est imminente. Un sourire malicieux et déterminé s'affiche sur son visage alors qu'il imagine le choc sur le visage de Xu Jinming lorsqu'il le surpassera pour atteindre le second rang, le feu de l'ambition brûle plus fort, alimentant sa résolution de grimper plus haut. Les yeux du héros s'écarquillent de surprise face à cette vision inattendue d'une fille maniant une hallebarde de Fantian, une arme rarement vue, surtout dans des mains féminines, la rareté de son choix ne fait qu'approfondir sa curiosité et son respect. Avec un sourire féroce et une lueur de détermination dans les yeux, elle brandit sa hallebarde de Fantian et déclare hardiment son intention de vaincre totalement Xu cette fois-ci, sa posture est prête, chaque muscle tendu pour le choc imminent, le défi est clair, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les partisans expriment bruyamment leur confiance, certains que Ming sortira victorieux contre Qiyun, leur enthousiasme ajoute à l'atmosphère électrique, alimentant la tension avant la bataille. Réalisant que son adversaire a atteint le niveau inférieur du second rang, le héros reconnaît la source de cette confiance inébranlable, pourtant, il révèle qu'il n'est pas resté stagnant non plus, alors qu'une puissante aura d'énergie crépite autour de lui, signalant sa propre croissance et sa volonté de relever le défi. Le jeune homme rassure la femme avec assurance, la taquinant en disant que Qiyun n'a aucune chance contre Ming, son sourire narquois et son geste détendu contrastent avec l'expression surprise et légèrement anxieuse de la femme, soulignant la tension entre leur loyauté. Elle est choquée et frustrée, réalisant que tenter de dominer son adversaire par le rang s'est retourné contre elle, bien qu'ils soient tous des champions provinciaux, elle ne comprend pas comment sa vitesse de progression a pu monter en flèche si rapidement. Le héros, crépitant d'énergie électrique et serrant fermement son arme, défie son adversaire avec un confiant « Alors ?» On continue, la femme, tout aussi déterminée mais prudente, prépare sa lance et l'avertit de ne pas se retenir, signalant l'intensité de la bataille sur le point de reprendre. Le jeune homme se tient prêt, l'électricité crépitant autour de lui alors qu'il tient son arme avec assurance, il reconnaît la force de son adversaire, la qualifiant de flexible et résiliente, avant de la mettre au défi de faire le premier pas, son attitude calme mais provocatrice rayonne de préparation pour le combat à venir. Avec un sourire confiant, elle lève son arme bien haut, libérant une lumière éclatante et assurant à Xu qu'il ne regrettera pas ce prochain mouvement, sa résolution brille aussi fort que l'énergie irradiant de sa main, signalant que le combat va monter d'un cran. L'électricité crépitant autour de lui, il analyse l'attaque avec une concentration aiguë, la reconnaissant comme une capacité de type lumière de rang à appeler lumière de l'aube, il note sa similitude élémentaire avec la foudre et se demande à quel point elle est réellement redoutable. Le jeune homme se prépare, l'électricité surgissant violemment autour de lui alors qu'il resserre sa prise sur son arme, avec une concentration inébranlable, il se prépare à contrer l'attaque imminente, sa détermination calme transparaissant à travers l'énergie crépitante, le choc des puissances est imminent. Le protagoniste critique la tactique de l'adversaire, reconnaissant l'utilisation ingénieuse des capacités de type lumière pour allumer des flammes, mais jugeant sa puissance globale insuffisante, alors qu'elle charge avec sa lance, il stabilise sa propre arme, prêt à répondre. Impressionné, il loue la compétence affichée, reconnaissant la formidable réputation de combat de Song Qiyun au Sichuan, pourtant, il est surpris de la facilité avec laquelle Ming parvient à bloquer une attaque aussi chevronnée. Avec un sourire confiant, le protagoniste dévie sans effort les frappes rapides, critiquant la vitesse et la puissance de la hallebarde, il la taquine en disant qu'elle a besoin de plus d'entraînement, son calme restant imperturbable au milieu des étincelles des chocs. Elle reconnaît les compétences exceptionnelles du protagoniste à la lance, suggérant que sa maîtrise dépasse probablement le niveau avancé, son ton mêle curiosité et respect alors qu'elle cherche confirmation. La sueur perle sur son visage alors qu'elle traite les révélations du protagoniste sur son âge et ses années de pratique de la hallebarde, stupéfaite par ses progrès rapides, elle ne peut s'empêcher de reconnaître son talent extraordinaire, le déclarant véritable prodige. Reconnaissant la combinaison écrasante de sa capacité de rang et de ses talents d'entraînement exceptionnels,
elle admet sa défaite avec un mélange de frustration et de respect. Malgré ses compétences, elle confesse qu'elle ne peut tout simplement pas le battre. Avec un sourire confiant, il propose de faire la démonstration d'autres compétences de combat, désireux de continuer à montrer sa polyvalence au-delà de la hallebarde. Elle admet que son niveau, son esprit et sa capacité de rendent ses sorts inefficaces contre sa défense. Malgré son talent, elle reconnaît qu'elle ne peut pas percer. Reconnaissant pour l'entraînement, il propose de lui offrir le déjeuner en guise de remerciement. La séance d'entraînement terminée, le groupe se sépare pour le moment, convenant de se retrouver à midi. Le protagoniste se tient prêt avec sa hallebarde, tandis que les autres s'apprêtent à partir, marquant une brève pause avant leur prochaine rencontre. Son ami le félicite d'être le plus fort des champions provinciaux. Visiblement impressionné par son talent, le protagoniste reconnaît les progrès rapides de Song Ki-yoon, bien qu'il note que sa force peut encore croître. Avec un sourire confiant, il rejette l'idée que la force de Song Ki-yoon soit insuffisante, taquinant que seul Ming pourrait penser une chose pareille. Le protagoniste révèle la véritable identité de Song Ki-yoon, expliquant qu'elle est l'arrière-petite-fille de Song Da-Wai-yuan, un grand maître du 8e rang doté d'une capacité de type lumière de rang S, assez célèbre pour figurer dans les manuels d'histoire. Il rappelle que Song Da-Wai-yuan était une figure si légendaire qu'un chapitre entier lui est dédié dans les archives d'il y a 80 ans. Le protagoniste explique qu'au Sichuan, le maître de capacité de rang S Song Yuan est largement reconnu, et que Song Ki-yoon bénéficie grandement de sa faveur, ce qui accélère sa croissance. Il note ses dépenses impressionnantes lors du dernier événement social, incluant une bague capable de stocker une hallebarde de Fantian massive de 2 mètres. Le protagoniste dit au revoir de la main alors qu'il s'en va, déterminé à continuer de s'améliorer en apprenant davantage de techniques martiales. Sa résolution à devenir plus fort est évidente alors qu'il quitte les lieux. Le protagoniste active l'armure de tonnerre de la prison du néant, une capacité puissante qui consomme un 1/5 de son énergie et dure une demi-heure. Cette armure réduit non seulement les dégâts subis jusqu'à 90% mais contre-attaque aussi automatiquement, fonctionnant comme une armure réactive, un boost significatif pour sa défense et son attaque. 4 heures plus jour, le protagoniste examine son écran de statut, vérifiant soigneusement combien de points de capacité il lui reste après avoir investi dans l'armure de tonnerre de la prison du néant. Sa concentration s'aiguise alors qu'il planifie les prochaines étapes de son développement. Le protagoniste contemple ses points de capacité qui s'amenuisent, réalisant qu'il lui en reste un peu plus de 700, déterminé à continuer de forcir, il prévoit de s'aventurer dans les zones sauvages voisines de Yansheng et Tongxiang pour reconstituer ses ressources. Le jour de la compétition des nouveaux étudiants, le groupe discute de leurs armes uniques, notant à quel point elles diffèrent de celles des filles ordinaires. L'une d'elles déclare avec assurance son objectif de se classer dans le top 50, estimant que se démarquer par un look étrange peut mener à des victoires plus rapides. Elle révèle avec assurance que son objectif dépasse celui de Xiaxia et elle vise la 2e place, plaçant ses ambitions très haut pour la compétition. Le protagoniste évacue la pression, admettant qu'il ne peut pas gagner de toute façon, donc qu'il n'y a pas d'intérêt à se compliquer la vie. Pendant ce temps, une autre voix souligne que le féroce Li Shengzi, champion provincial du Qinghai, détient le 2e rang en plaçant la barre très haut. L'une des filles serre le poing, impatiente de voir à quel point le protagoniste est réellement fort. Pendant ce temps, une autre pointe devant elle, annonçant qu'elles sont arrivées à l'arène de compétition. La scène se déplace vers l'arène de compétition, un vaste terrain aménagé pour le concours des nouveaux arrivants. L'atmosphère est tendue alors que les participants se préparent, une voix exprimant sa surprise que Xiong s'intéresse réellement à cet événement, l'ayant cru hostile à de tels concours. La femme pleine d'assurance révèle la raison de sa participation parce que quelqu'un qui l'intéresse y prend part. Son ton décontracté mais déterminé laisse entrevoir des motivations plus profondes derrière sa présence. La curiosité s'éveille alors qu'une femme se penche, demandant d'un ton taquin si la personne d'intérêt est un homme ou une femme et où la trouver tandis que l'autre écoute en silence, prise au dépourvu par la question personnelle soudaine. Le groupe pénètre dans l'arène massive, visiblement décontenancé par sa taille colossale. L'un d'eux remarque avec incrédulité l'extravagance des lieux malgré les vastes terrains de l'école. L'immensité du terrain de compétition impose le ton. L'explication arrive, la grande arène est nécessaire pour accueillir la mêlée de 100 personnes prévue pour la compétition des nouveaux étudiants. La foule afflue, soulignant l'ampleur de la bataille à venir. Un sourire narquois et confiant s'affiche sur son visage alors qu'il anticipe avec impatience le chaos de la bataille à 100 personnes. Des étincelles d'énergie crépitent autour de lui, signalant qu'il est prêt pour la compétition à venir.
La foule est en effervescence alors que de nombreuses figures influentes des meilleurs clubs de l'école se rassemblent dans les tribunes, même les présidents du club des Cendres et du club de l'Étoile filante sont venus en personne, laissant deviner l'importance de l'événement. Le groupe se demande si cette affluence impressionnante est uniquement due aux frères Chou. Le protagoniste exprime sa surprise en réalisant que même leur prestigieuse université des super-pouvoirs propose des activités de club, laissant entrevoir un nouvel aspect de la vie scolaire qu'il n'avait pas envisagé. L'étudiant aux cheveux blancs explique que, contrairement aux clubs typiques des écoles de lettres, les clubs de l'université de Magic City sont en réalité des équipes de combat composées d'utilisateurs de super-pouvoirs. Cette révélation souligne la nature unique et intense de leurs activités extrascolaires. Les équipes de combat s'aventurent régulièrement dans la nature pour chasser des bêtes féroces, garantissant chaque mois des ressources de culture précieuses. Leurs efforts renforcent non seulement le club mais offrent aussi une voie pour rejoindre des guildes affiliées après l'obtention du diplôme, transformant leurs activités en un véritable tremplin pour leur avenir. L'étudiant aux cheveux blancs révèle que le supérieur du protagoniste, Liu Ming, est en fait le vice-président du club des Cendres. Il se demande ensuite à voix haute pourquoi Liu Ming n'est pas venu aujourd'hui, d'autant plus que c'est censé être le grand jour du protagoniste pour impressionner tout le monde. Les pensées du protagoniste s'attardent sur le seigneur Liu, troublé par son absence inexpliquée. Il apprend que non seulement le seigneur Liu, mais aussi leur maître, sont injoignables depuis leur retour à l'école, étant partis vers le sud-ouest avec une sécurité désormais incertaine. Le président du club des Cendres, Wei, arrive sur le campus malgré la situation tendue sur le champ de bataille du sud-ouest. Il insiste sur le fait que le recrutement est sa seule priorité, déterminé à recruter personnellement le frère cadet de Liu Ming, Shu Jinming, quel qu'en soit le prix. Le protagoniste remarque Wu Yuan du club de l'Étoile filante dans la foule, ce qui suscite une certaine confusion sur les raisons de sa présence à ce rassemblement. L'atmosphère est tendue alors que le protagoniste tente de comprendre la signification de l'apparition inattendue de Wu Yuan. La suspicion du protagoniste grandit alors qu'il se demande si la véritable cible de Wu Yuan est aussi Shu Jinming. La présence du président du club de l'Étoile filante ajoute une nouvelle couche de complexité à la bataille du recrutement. La tension monte alors que les doyens de chaque faculté s'apprêtent à entrer, signalant le début officiel de la bataille de recrutement. Un cercle magique incandescent apparaît au-dessus d'eux, marquant l'importance du moment et captant l'attention de tous. La foule regarde avec impatience, sachant que la compétition va s'intensifier. La foule murmure anxieusement, essayant de comprendre la puissance écrasante exposée. L'un se demande s'il s'agit d'un super pouvoir spatial, tandis qu'un autre confirme sa force incroyable, augmentant la tension et la curiosité parmi les spectateurs. Une silhouette frappante descend gracieusement, dégageant une aura puissante qui force le respect. La foule murmure de surprise. Il s'agit de la vice-rectrice qui supervise la bibliothèque des techniques de combat, et elle est remarquablement jeune, malgré le ralentissement du vieillissement chez les utilisateurs de super-pouvoirs. Personne ne s'attendait à ce qu'une personne de moins de 40 ans occupe un poste aussi prestigieux. Ling Xuang, l'un des 3 vice-recteurs de l'école et gardienne de la bibliothèque des techniques de combat, s'avance pour se présenter. En l'absence du recteur et alors que les autres vice-recteurs sont occupés, elle annonce qu'elle animera la cérémonie d'ouverture des nouveaux étudiants. La vice-rectrice souhaite officiellement la bienvenue aux nouveaux étudiants de l'université des super-pouvoirs de Magic City, soulignant le nombre impressionnant de nouveaux arrivants et de champions provinciaux. Elle détaille ensuite la répartition des rangs de super-pouvoirs parmi la nouvelle promotion, mettant en avant la variété et la force présentes cette année. Ling Xuang révèle un fait surprenant. Parmi les rangs impressionnants des nouveaux étudiants, il y a un utilisateur de super-pouvoirs de rang S exceptionnellement rare. Cette annonce laisse présager l'existence d'un prodige dont la présence pourrait changer la dynamique de toute l'école. Elle explique que l'école alloue les ressources annuelles en fonction de l'évaluation du super-pouvoir de chaque étudiant, allant de DAS sur 5 niveaux. La compétition des nouveaux étudiants à venir déterminera le niveau de soutien et de traitement que chaque élève recevra durant sa première année. L'intensité de la compétition à l'université de Magic City est mise à nu, avec de multiples systèmes d'évaluation, crédits, classements de puissance et missions tous entrelacés pour mettre les étudiants au défi. La foule regarde dans un silence tendu, pleinement consciente que chaque détail ici pourrait faire ou défaire leur avenir. D'un regard féroce, elle remet en question la notion d'équité à l'université de Magic City, déclarant que la véritable nature de l'école est impitoyable. Elle souligne que ce n'est que par une compétition brutale et une lutte acharnée que les puissances de haut niveau peuvent être forgées et leur potentiel réellement réalisé. Une énergie soudaine et intense traverse la foule, figeant tout le monde sous le choc. L'atmosphère s'épaissit alors que la présence d'une figure formidable émerge,
imposant le respect sans un mot, tous les regards se fixent sur le protagoniste, dont la confiance tranquille envoie une onde de malaise parmi les spectateurs. Un sourire confiant s'affiche sur le visage du protagoniste alors qu'une aura puissante tourbillonne autour de lui. Il affirme silencieusement que l'environnement féroce et compétitif de l'université des super-pouvoirs de Magic City est exactement ce dont il avait besoin pour s'épanouir. Elle prévient que dans cette école, cacher sa véritable force est une erreur, seuls ceux qui montrent leur puissance obtiennent les meilleures ressources et opportunités. La compétition des nouveaux étudiants débute par une mêlée massive de 100 personnes, où le chaos règne et chaque combattant se bat farouchement. Eva suit méticuleusement les victoires de chaque participant pour déterminer qui progresse. Seuls les 5 meilleurs de chacun des 10 tours passeront à l'étape suivante, augmentant les enjeux pour tous les participants. Les récompenses de la compétition sont annoncées. La première place gagne un anneau spatial de 10 mètres cubes, une ressource de culture de rang A et 1000 crédits. La deuxième place reçoit une combinaison de combat de rang A, une ressource de culture de rang B et 900 crédits, tandis que la troisième place obtient une combinaison de combat de rang B, une ressource de culture de rang B et 800 crédits. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. La foule bourdonne d'excitation alors qu'un spectateur se demande avec impatience la valeur de l'imposant anneau spatial de 10 mètres cubes mis en jeu. La tension monte, tout le monde étant pleinement conscient du prix incroyable qui attend le vainqueur. La compétition des nouveaux étudiants déterminera également le classement de chaque participant, les 50 premiers obtenant des droits prestigieux de rang A, ceux classés de 51 à 200 recevant des droits de rang B, et les rangs 201 à 500 se voyant accorder des droits de rang C. La foule écoute attentivement alors que les enjeux pour leur futur statut sont clairement exposés. D'un geste confiant, elle termine son annonce, signalant la fin de son discours. Ces derniers mots passent la responsabilité au doyen Sun, marquant un changement dans la direction de l'événement. Avec un sourire posé, la doyenne Sun Kingsno déclare officiellement le début de la compétition des nouveaux étudiants, sa présence captant l'attention de tous. L'atmosphère change alors que l'événement passe entre les mains de la dirigeante respectée de l'académie. La foule retient son souffle, prête pour les batailles intenses à venir. La tension monte alors que les nouveaux étudiants se préparent à donner le meilleur d'eux-mêmes dans la compétition, chacun espérant attirer l'attention d'un professeur. L'un remarque avec assurance que se donner à fond est la seule option, tandis qu'un autre rêve d'être remarqué par la doyenne, sachant que cela pourrait instantanément élever son statut. Les enjeux sont clairs, c'est leur chance de briller et de grimper rapidement dans les rangs. L'annonceur révèle que la première étape comportera 10 tours et commence à appeler le premier groupe d'étudiants choisis par Eva pour s'avancer. Les nouveaux étudiants sélectionnés montent sur scène, leur nervosité et leur détermination étant palpables alors que la compétition commence officiellement. 2 étudiants chuchotent entre eux, avertissant Shu Jinming que quelqu'un le provoque délibérément. Ils conviennent que son arrogance est intolérable et qu'il mérite une leçon sévère. Un étudiant sournois prévient que Shu Jinming n'est pas le seul qu'il ne faut pas provoquer. Il y a une deuxième personne qui lui en veut, et ils espèrent qu'il ne se fera pas trop écraser plus tard. La tension s'épaissit alors que les rivalités commencent à faire surface sous la surface de la compétition. L'annonceur rassure tout le monde en précisant que tout danger mortel déclenchera automatiquement la barrière protectrice d'Eva, garantissant que personne ne meurt. Le personnel médical se tient prêt, soulignant que tant que la tête d'un compétiteur reste intacte, il peut être sauvé, les mesures de sécurité étant en place. La compétition est officiellement lancée. La foule est surprise de remarquer un compétiteur maniant un couteau qui a déjà atteint le second ordre. Il l'identifie rapidement comme Li Shengzi, le champion en titre de la province de Qinghai, le marquant comme un concurrent redoutable dans la compétition. D'un coup féroce, le champion en titre abat 2 adversaires d'un seul mouvement fluide, le sang giclant alors qu'il s'effondre. Son expression féroce et sa raillerie, quelle mauviette, font écho à sa dominance et à sa confiance dans l'arène. La foule regarde dans un silence stupéfait alors que sa compétence impitoyable devient indéniable. Li Shengzi se tient victorieux dans l'arène, son épée massive dégoulinante de sang alors que les adversaires vaincus gisent éparpillés à ses pieds. L'annonceur le déclare meilleur combattant du premier tour, ayant vaincu le nombre impressionnant de 36 compétiteurs. La foule rugit, témoin de la preuve indéniable de sa force écrasante. Un challenger confiant s'avance, provoquant Shu Jinming en se demandant si ses résultats de la première étape pourront surpasser ceux d'un utilisateur de super-pouvoir de rang S. Son sourire narquois et sa posture décontractée révèlent une audace arrogante alors qu'il se prépare à affronter la compétition. Les paroles dédaigneuses du challenger flottent dans l'air alors qu'il avance avec assurance, sous-estimant manifestement son adversaire. La tension monte alors que les autres regardent, inquiets et transpirants, sentant que le défi à venir pourrait être plus difficile que prévu.
Un subordonné suggère de cibler Li Shengzi, qui est passé au second ordre, comme premier adversaire. Cependant, le chef insiste fermement sur le fait que Xu Jinping reste la cible principale. Un subordonné interroge le président, curieux de savoir s'il dispose d'informations privilégiées. Le président répond calmement que, bien que ce ne soit pas exactement des informations d'initiés, il a personnellement été témoin de l'événement. L'annonce appelle les étudiants sur scène pour le tirage au sort du deuxième tour, signalant que la prochaine phase de la compétition est sur le point de commencer. Les participants rassemblés se tiennent prêts, l'anticipation et la tension sont palpables. Le protagoniste reconnaît sa chance de passer au deuxième tour avec un sourire confiant, ses coéquipiers l'encouragent avec enthousiasme, le pressant de libérer son véritable pouvoir contre Li Shengzi. L'atmosphère est chargée d'encouragement et d'impatience alors qu'il se rallie derrière lui. La foule explose de choc à l'apparition de Xu Jinping, sa présence jetant une ombre sur la compétition. Les autres concurrents expriment leur frustration et leur résignation, réalisant qu'ils doivent désormais se battre farouchement pour les 4 places restantes puisque la participation de Xu Jinping change totalement la donne. La tension dans l'arène monte en flèche alors que chacun se prépare au défi à venir. Le disciple nouvellement recruté se tient droit et résolu dans l'arène, dégageant une aura puissante qui déstabilise les autres compétiteurs. Son défi confiant prévient que la distance ne garantira pas la sécurité, signalant sa volonté de dominer. Les observateurs le reconnaissent comme l'utilisateur du super pouvoir de foudre de rang S, l'éveilleur du tonnerre divin des cieux pourpres, curieux de voir comment sa présence tranchante influencera la bataille. Le choc et l'incrédulité frappent fort alors qu'un homme recrache sa boisson, incapable de croire que Xu Jinping a déjà atteint le second ordre. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, ébranlant la confiance de ceux qui regardent la compétition. La vitesse de progression rapide en un peu plus d'un mois laisse les spectateurs en admiration, leur choc étant à peine contenu. Une femme remarque l'impressionnante capacité du vieux Yang à garder un secret aussi monumental totalement confidentiel. La tension s'accentue à mesure que la véritable étendue des progrès de Xu Jinping devient indéniable. Le protagoniste déclare avec assurance sa préférence pour le combat contre les humains plutôt que contre les bêtes, révélant son impatience face au défi qui l'attend. Ses paroles percent la tension, soulignant sa volonté de faire face à des adversaires sur un pied d'égalité. L'atmosphère crépite d'anticipation alors que sa résolution s'aiguise.